Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Culture l'autre regard, votre rendez-vous culturel qui entrecroise les regards sur la littérature et les arts et qui interroge aussi les fondements de la culture et de l'idéologie. Nous avons eu l'honneur de déconstruire avec vous l'idéologie coloniale en général lors de notre tout premier numéro, si vous vous souvenez. C'était avec Badreddine Mili et Erdogan Semmar. Et ce soir, j'ai le plaisir et le privilège d'accueillir deux intellectuels, deux essayistes de renom, afin de déconstruire avec vous la mythologie sioniste. Donc, j'ai le plaisir de recevoir M. Ammar Belkhouja. M. Ammar Belkhouja, bonsoir. Très ravi, bonsoir. Tout le plaisir est pour nous. Merci d'être parmi nous. Moi aussi, je le partage, ce plaisir. Je rappelle, M. Ammar Belkhouja, que vous êtes historien, écrivain, romancier. Vous êtes docteur honoris causa de l'université de Tielt. Vous avez à votre actif une pléthore d'ouvrages, et notamment deux ouvrages qui traitent de la Palestine. Un publié en 2017 aux éditions Al-Kalima et qui s'intitule « Les crimes génocidaires d'Israël ». Oui. Et un autre paru tout récemment aux éditions Hibr qui s'intitule « Palestine, Israël dans le crime et l'impunité ». Oui. Nous allons y revenir ce soir. Merci encore, M. Belkhouja, d'être parmi nous. Bien. Et pour apporter un autre regard, j'ai aussi le plaisir d'accueillir avec moi ce soir M. Hussein Mzali. M. Mzali, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous, M. Mzali. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir est pour nous. Monsieur Mzali, vous aussi, vous êtes journaliste, essayiste, romancier, auteur d'une pléthore d'ouvrages, et notamment de votre dernier, paru de votre dernier en date, Mazal Baraka, paru aux éditions Al-Amal et qui s'intitule « Le sionisme, histoire, mythe, personnage ». Merci encore, Monsieur Mzali, d'être parmi nous. Je vous remercie. Merci. Et j'enchaîne immédiatement avec vous, Monsieur Mzali. La Palestine est le dernier fait colonial de l'histoire moderne et l'importance de la Palestine est connue, son importance géostratégique. Le canal de Suez, les routes de la soie et surtout le contrôle du pétrole du Moyen-Orient. Et vous révélez dans votre ouvrage, plus de 500 pages, plein d'informations éminemment précieuses, vous révélez comment d'emblée, les cadors du sionisme, les Herzl, les Jabotinsky, les Chaim Weizmann, se sont comportés comme les chefs d'une tribu makhzen qui cherchait à se faire la vassale des empires. Ils ont courtisé successivement les Turcs, les Allemands et finalement les Britanniques. Pas finalement, les Britanniques ont toujours joué un jeu en permanence en faveur de la promotion du sionisme. Tout à fait. Dans le monde. Et ma foi, je pense que vous avez oublié quelque chose, c'est que dans la stratégie du chaos sioniste, oui, Jérusalem doit rester la seule église, entre guillemets, qui doit dominer le monde. D'accord. Tout ça après que toutes les autres religions aient été évacuées, sinon détruites, comme d'ailleurs le fait remarquer, et il l'a prêché pendant des années, l'Ouria. L'Ouria, c'est un rabbin particulier qui fait plus de politique que du rabbinat et qui, il y a à peu près 3 siècles, il avait lancé l'idée qu'il ne resterait qu'une seule religion une fois que toutes les lumières aient été détruites. La seule qui restera, c'est le judaïsme. En fait, il voulait dire sionisme, avec une lumière universelle qui engloberait le monde. Ça, c'est... les sionistes connaissent ce missel, hein, ils l'ont appris par cœur. Et je dirais aussi que les sionistes, ou les juifs parfois, comme on les appelle, ne sont pas des sionistes, ne sont pas des sémites. Absolument. Alors je trouve contradictoire et honteux d'utiliser le terme antisémite quand on veut insulter son chien, par exemple. Donc l'antisémitisme n'existe que dans l'esprit sioniste, parce que les vrais sémites ce sont les premières victimes du sionisme, d'ailleurs. D'abord, après Rome, les sémites qui restaient se sont convertis au christianisme, une partie, et l'autre partie dans l'islam. Les seuls sémites qui restent aujourd'hui, c'est les Palestiniens. En tout cas, majoritairement, oui.
pour ne pas dire les Arabes en général. Oui, d'ailleurs, vous parlez de lumière universelle. Au cours de l'émission, on va voir toutes les limites de cette universalité. Avant d'en arriver là, je me tourne vers vous, M. Belkhouja. Toute entreprise de colonisation se bâtit sur des mythes et sans doute le premier, le socle de ce bâtiment, c'est le fameux mythe de la terre sans peuple pour un peuple sans terre, puisque ne cessent de clamer les sionistes, la Palestine était une terre vide avec quelques bédouins épars qui ne demandaient qu'à être ressuscités par le miracle juif. On a tenté d'utiliser un tas d'ingrédients pour justifier un peu cette colonisation. Colonisation multinationale, hein, finalement. Oui. Hein. Colonisation multinationale, tout le monde était d'accord, y compris les deux grandes puissances pendant la partition de la Palestine en novembre 1947. Oui. On a construit et élaboré des tas de théories, des tas de mythes, entre autres la terre promise, oui. Entre autres le peuple élu, entre autres. Ce qu'il faut retenir d'emblée, je crois qu'il faut remonter à la fin du 19e siècle, lors du premier congrès sioniste, instauré, institué et dirigé par le fondateur, Théodore Herzl, oui. qui a promis, dès lors, hein, qui a promis à tout le monde, à l'Occident, que par l'implantation d'un État, la création d'un foyer, puis d'un État, ça sera le bastion avancé de l'Occident. Absolument. Ben oui, voilà, nous y sommes. Oui, nous y sommes. Vous mentionnez d'ailleurs le terme de tête de pont de oui. l'impérialisme occidental. Un exemple concret à propos de bastion avancé de l'Occident. Ben oui, nous avons un exemple tangible, c'est que l'Union européenne, c'est un ensemble d'intérêts, c'est un groupement d'intérêts de pays exclusivement européens. Oui. Or, Israël est un partenaire privilégié de l'Union européenne. Certes. Oui. Je dirais aussi, je ne prétends pas connaître toute l'histoire de l'humanité. Mais j'estime que la tragédie du peuple palestinien est unique en son genre pour ce qui concerne cette histoire universelle. Pourquoi unique ? Parce qu'on a décidé, on a conspiré pour faire évacuer un peuple et le remplacer par un autre. Mais au nom de quoi? Au nom de quel droit et au nom de quelle juridiction internationale on pousse toute une communauté à l'extérieur de ses frontières, oui. Jusqu'à nos jours, des milliers de Palestiniens continuent à vivre dans les camps de réfugiés, entre les guillemets, hein. Ça aussi, c'est une trouvaille des Nations Unies qui crée un organisme spécialisé pour accueillir et recueillir les communautés évacuées de leur patrie. Unique en son genre, parce que ça fait quand même 70 ans, oui. Et la question est encore à l'ordre du jour. Absolument. Et au final, aujourd'hui, à cause de cet abandon collectif vis-à-vis d'une nation, d'un peuple, d'une histoire. Je reviens un peu, en 1991, Yasser Arafat avait dit « Nous avons été poussés hors de la géographie, mais nous refusons de sortir du temps. » إنه إحنا دون شعوب الأرض نسجد. ليش؟ والله إحنا ما كتب على شعبنا أن يستسلم. أنا بقول إنه الأربعة الكبار بدهم يجتمعوا، ولكن في نقطة هامة جدا، فليقرروا ما يقرروه، وشعبنا له قراره، هذا القرار نابع من ماسورة البندقية. إحنا لسنا طلاب حرب، ولا إحنا يعني محبين للحرب. إحنا فرض علينا هذا الحرب. إحنا كنا قاعدين في بيوتنا آمنين مطمئنين، إحنا فرض علينا هذا الحرب. والله إحنا بدنا نقاتل وحتى نسترجع بلادنا وحتى نعود إلى أرض. C'est une démarche qui s'adresse beaucoup plus à la mémoire.
Il faut entretenir cette mémoire qui concerne tout le monde, hein, parce que les massacres qui se sont succédés depuis 1947 jusqu'à Gaza en 2014, pour ne citer que cette date. Et au-delà, oui. Oui, au-delà. La mémoire n'est pas stable pour retenir tout. Un massacre évacue un autre. Absolument. Aussi bien pour les Palestiniens que pour toute la communauté internationale. Oui, il y a une véritable organisation de l'oubli d'ailleurs. Oui. De l'oubli. Alors, quand il dit nous refusons de sortir du temps, c'est justement pour incruster un peu ce drame dans la conscience universelle, pour dire attention, mais observez ce qui se passe autour de vous. C'est un peuple qui continue à subir tous les affronts et toutes les conspirations. Absolument. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur d'autres aspects. Certes. Et vous mentionnez dans votre ouvrage, et M. Mzali pourra rebondir sur ça, qu'en 1947, les Juifs détiennent, suite d'ailleurs à de nombreux achats et de nombreux rachats de terres aux féodaux turcs, dont ils ont ensuite expulsé les métayers palestiniens, les Juifs détiennent 6% des terres et représentent le tiers de la population. Cependant, ils reçoivent en partage 56% du territoire palestinien de la part de l'ONU. Monsieur Belkhodja parlait de conspiration internationale. On est loin du complotisme, hein, c'est des faits concrets, c'est-à-dire on s'est entendu... C'est de l'histoire. Voilà, c'est de l'histoire. On s'est entendu sur le dos des Palestiniens pour se laver un peu de la culpabilité... De l'Allemagne. Voilà, exactement. Envers l'Allemagne, plutôt. Envers l'Allemagne et la collaboration des régimes je déchus. crois qu'il faut remonter encore un peu plus loin pour essayer de comprendre le phénomène de l'installation d'Israël lui-même dans cet endroit. Oui. Remonter à quoi? Il faut remonter au XVIIe siècle, 16-17e siècle. Le premier qui a fait du bien, qui a commencé à faire du bien, et d'ailleurs largement, c'était Suleiman le Magnifique, Suleiman le Qanouni. Oui, oui. C'est lui qui a accueilli les premiers transfuges juifs qui venaient de la péninsule ibérique. Oui. Suite Après, à la Reconquista. au retour des rois catholiques qui, eux, voulaient assainir leur pays. Ils commencent par expulser, et sinon passer par la guillotine, à l'époque c'était le sabre, etc. Beaucoup de juifs, et surtout beaucoup de musulmans. Les musulmans, eux, quand ils sont sortis, se sont repliés vers l'Afrique du Nord, mais les juifs ne savaient pas au juste où il fallait aller. Parce qu'en principe, quand on lit les écrits de Aronot, de tous les journaux, on a l'impression que le juif, celui qu'on appelle le juif d'aujourd'hui, connaît son histoire à fond. Oui. Alors que c'est faux. Parce que les juifs qui étaient installés, qui sont nés, ils ont grandi là-bas, ils ont fait des commerces, ils ont créé des banques en Espagne et au Portugal, à l'époque ont été accueillis par l'Empire ottoman. Absolument. Ils sont allés le voir. Et même à ce moment-là, quand il y a eu le rush qui était parti chercher asile dans un pays catholique, protestant, etc., ils ont trouvé vraiment les portes ouvertes chez Suleiman le Magnifique. Il les a installés, mieux encore. Il leur a donné une certaine dignité, même une grande dignité. Parmi eux, il y en a qui ont été nommés grands vizirs. N'est-ce pas? Certes, certes. Ils arrivent, ils s'installent à Topkapi, et là, comme ça, c'est un jeu de mots, mais qui n'est pas très brillant, il y a eu parmi eux un certain nazi, avant l'heure. Mais il s'appelait nazi. En fait, c'était un banquier qui avait quitté le Portugal. Il était venu, il est arrivé jusqu'à Istanbul, où petit à petit, il a fait connaissance avec les gens qui travaillaient dans le site de Topkapi, là où il y avait le sultanat. Il arrive à s'introduire et il devient même, à un moment donné, très proche de Suleiman le Magnifique. Oui. Et même son conseiller, à un moment donné. Jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce qu'il a fait?
Suleiman le Magnifique, il lui a attribué des terres en Palestine à cultiver Oui. pour lui prouver que c'était un homme généreux, Il était magnifique. Oui. Oui. Magnifique, que la communauté juive, à l'époque, la tromperie la plus largement partagée, c'était que les Juifs étaient nos cousins. On en parlera tout à l'heure, hein, Oui. si vous voulez. Mais d'abord, je voudrais creuser avec M. Belkhouja un autre mythe. Un de nos compatriotes, Sherif Abdeldaïm, ironise dans son ouvrage de la mythologie sioniste à la tragédie palestinienne. Il montre comment les cadors du sionisme proposent leur service à l'Empire britannique pour mater la montée du nationalisme arabe, pour contrôler les populations palestiniennes. Il ironise, il dit on propose de mater un peuple qui n'existe pas, puisque la mythologie dit qu'il s'agit d'un peuple sans terre pour un terre sans peuple. Ce qui nous amène, M. Belkhouja, à un autre mythe, à savoir que l'entité sioniste se donne comme l'unique démocratie au Moyen-Orient, dotée de l'armée la plus morale du monde, il faut l'entendre pour le croire. Et vous rappelez dans votre ouvrage, d'abord et en premier lieu, la généalogie de cette armée, puisque vous montrez qu'elle est née de la Haganah, de l'Irgun, les milices du groupe Stern, et qui sont toutes des milices terroristes. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Absolument, absolument. Peut-être avant d'aborder cet aspect-là, cette question-là, M. Hussein Mezali a parlé un peu de cette générosité qu'on retrouve pour l'accueil de certains juifs. Je viens de lire dernièrement un ouvrage de Gérard Haddad, lequel Gérard Haddad est un juif tunisien, Oui. psychanalyste de son état, psychanalyste. Et dans son ouvrage, il avoue le plus sincèrement du monde que c'est l'islam qui a sauvé le judaïsme. Pourquoi l'islam a sauvé le judaïsme? Parce que on connaît dans toute la littérature que le judaïsme n'était pas en odeur de sainteté chez les chrétiens. Certes. Et quand on remonte dans le temps, et on va évoquer une figure prestigieuse, hein, Salah ad-Din al-Ayyubi. Salah ad-Din al-Ayyubi, quand il entre à Jérusalem, il permet aux Juifs de revenir à Jérusalem. Parce qu'ils avaient été chassés un siècle auparavant par Godefroy de Bouillon, Oui. qui a fait brûler toute une communauté juive à l'intérieur d'une synagogue. Salah ad-Din al-Ayyubi, il s'est comporté en musulman de piété, incarnant des valeurs spirituelles et universelles. Comme l'émir Abdelkader plus tard d'ailleurs. Oui, il rappelle les Juifs, et même aux chrétiens, il leur dit, si vous voulez rester, restez. Jérusalem est un foyer qui abrite les trois religions monothéistes. Du livre, oui. Le massacre. Alors les massacres, je crois que Les là, milices, on ne peut pas oui. éviter de parler de génocide. Certes. Alors, génocide, Et surtout de nettoyage ethnique. oui, Ainsi génocide, que l'intitule d'ailleurs Absolument. Ilan Papé. Oui. génocide, il est défini comme suit par l'un des plus grands philosophes du XXe siècle, Roger Garouti, Absolument. qui nous dit que c'est un génocide lent, L-E-N-T, parce qu'il va se répéter. Mourad Ben Nachenhou, il nous dit que c'est un génocide au long cours. Absolument. Ben oui, puisqu'il revient épisodiquement. Et l'objectif, c'est justement de vouloir coûte que coûte arriver à une extermination systématique pour permettre aux Juifs du monde, ce qui est faux, hein. Tous les Juifs du monde n'ont pas accepté de peupler Israël, Certes, l'État d'Israël. absolument. Je donne un exemple aussi de la communauté juive d'Algérie, hein. 130 000 Juifs ont quitté l'Algérie en 1962 avec les Français d'Algérie, les Européens, les Pénoirs, et seuls 20 000 ont regagné Israël. Les 110 000 sont implantés en France. Absolument. Ce qui fait encore un autre mythe. Parce que loi vous dit que l'État d'Israël est un État juif et de tous les Juifs du monde. Oui. Or, beaucoup de communautés juives se plaisent là où ils sont. D'ailleurs, l'unique démocratie au Moyen-Orient est un État ethnique.
Il n'y a pas de citoyenneté israélienne. Il n'y a pas de citoyenneté. Ouais. Je reviens à des exemples très émouvants. Le premier massacre, enfin l'un des premiers, puis ça a commencé en 1947. Et un autre, voire avant. Oui, oui, bien avant. Des incursions contre les avec villages. les trois groupements de milices dont vous venez d'évoquer. Le groupe Stern, la Haganah de Ben Gurion et l'Irgun de Begin. de Begin. 1947, c'est Deir Yassin. C'est le plan d'Aleph. Deir Yassin, hein, on arrive à massacrer toute une population. Parmi les premières martyrs femmes de ce village honorable, il y a Hayat Belbisi. Je remonte encore dans le temps, et juillet 1948, Lida, aujourd'hui on l'appelle Lod. Oui. Lida, c'est la ville natale de Georges Habash, qui était étudiant en juillet 1948. Il était encore étudiant et il va subir cette persécution et cette procession infernale de son peuple. انه نحن كعرب مفروض تكون بنادقنا موجهه ضد الصهيونيه، الحقيقه ضد الامبرياليه، ضد العدو المضطهد كل الشعوب العربيه. فاحيانا بتمر الانسان في حياته فتره طويله بيكون فيها بيمارس مهمات بدون تفكير الحقيقه، بدون تامل. ويمكن الأنظمة الرجعية بتراهن على هذا الموضوع حتى تبقى تستعمل الإنسان العربي آلة بيدها لخدمة أهدافها الحقيقة، لخدمة مخططاتها. نعم ضد أعداء الثورة الفلسطينية، فنحن في الثورة الفلسطينية لا نواجه إسرائيل والصهيونية فقط، بل نواجه الرجعية العربية المتحالفة مع الحركة الصهيونية. Il rêvait qu'un jour, il reviendrait à Lida. Tous les Palestiniens qui ont été pourchassés, chassés, tourmentés, massacrés, ceux qui ont survécu bien sûr, ont gardé les clés, c'est un grand symbole la clé, hein, ont gardé les clés enserrées fortement entre leurs mains, espérant qu'un jour, ils reviendraient chez eux. Or, c'est toutes ces familles qui ont vieilli, qui sont mortes dans les camps de réfugiés. Deir Yassin, Lida, Haïfa, toujours en 1948. Haïfa, le sionisme a voulu en faire une ville exclusivement juive. Et tous les Palestiniens en firent chasser. Il y avait Abou Ayed, l'un des futurs leaders de Abou Ayed, qui quitte sa ville natale, Haïfa, dans des conditions effroyables. Hein, dans des conditions effroyables. Alors, je reviens à un autre massacre, il y en a tellement. Alors, avant d'y revenir, il y a un point que nous avons évoqué ensemble tout à l'heure, c'est que cette merveilleuse démocratie, avec cette armée la plus morale du monde, qui a pour généalogie ces milices terroristes, les chefs de ces milices, Yitzhak Shamir, Menahem Begin, vont se retrouver en récompense de leur boucherie, Premier ministre ou président. Idem par exemple pour Ariel Sharon. Idem pour Yitzhak Rabin. Et ce que vous avez appelé, vous, une armée de tueurs de femmes et d'enfants, peut-être que l'exemple le plus célèbre, c'est celui de Mohamed Derra. L'enfant caché derrière son père, lui-même essayant de s'abriter derrière un baril, et qui est assassiné le plus froidement. Des analogies avec l'armée coloniale française. Voilà. Alors tous les grands sabreurs, les grands massacreurs ont été promus quand ils rentraient chez eux. Ils ont démarré, ils ont débuté avec des grades inférieurs, hein, capitaine, commandant, et ils se retrouvent colonel, général, et puis le titre honorifique, maréchal de France. Pélissier, gouverneur de l'Algérie, maréchal de France. Oui. Saint-Arnaud, qui avait enfumé avec Pélissier oui. des tribus entières à l'intérieur des grottes, Absolument. Se retrouve lui aussi maréchal de France. Pendant la guerre d'Algérie. Oui. Vous voyez que le phénomène continue à survivre. C'est-à-dire qu'il est incrusté dans un système. En 1957, Charbonnier fait enlever Maurice Audin, il l'étrangle, oui. Il jette son corps, personne ne l'a retrouvé jusqu'à nos jours. Certes, oui. Ce même Charbonnier, au même titre que les généraux, les officiers supérieurs de la colonisation, est promu à un grade supérieur.
هذا واحد مقتول، هذه ميدالية. هذا واحد مقتول، هذه ميدالية. هذا واحد مقتول، هذه ميدالية. هادو الزوج مقتولين، هادو الزوج ميداليات. عدد كبير من المقتولين، ميداليات عديدة. Ce que la France est en mesure d'accomplir ici, ce que la France seulement est en mesure de réaliser, pouvez-vous le faire, vous autres? Non. Alors laissez faire la France. Et il y a un autre exemple aussi sur lequel vous revenez dans votre ouvrage sur les crimes génocidaires d'Israël. C'est justement le boucher de Sabra et Shatila, Ariel Sharon. Cette boucherie qui a duré 3 jours. Pendant que vous allez commenter, nous allons diffuser des images et pour mes compatriotes à l'âme sensible s'abstenir. Là encore, ça a été un véritable massacre. Il y a un autre drame, c'est celui de Hébron. Hébron, en 1956, un fanatique juif américain qui débarque en Israël et à l'aube, c'était octobre 56, à l'aube, il prend sa mitraillette et il mitraille des prieurs en train de se prosterner. Il leur tire dans le dos. Je crois qu'il a eu 24 ou peut-être plus, une trentaine de morts. C'est Baruch Goldstein. Lequel Baruch Goldstein? Aujourd'hui, jusqu'à nos jours, des fanatiques israéliens lui rendent hommage. En se rendant devant sa tombe. Oui. Donc, armée la plus morale, le pays le plus démocratique, tout ça c'est de la supercherie. C'est de la supercherie. Et hélas, il y a de très forts moyens qui interviennent pour la manipulation des esprits et des consciences. Oui, le battage médiatique constant, et ce qui nous ramène d'ailleurs, M. Mzali, à cet autre mythe, à savoir que l'entité sioniste a été la bouée de sauvetage des Juifs persécutés en Europe et notamment persécutés par le nazisme. Et vous révélez dans votre ouvrage, vous relativisez en tout cas d'une part l'impact du nazisme sur la persécution des Juifs. Vous mettez en perspective les victimes juives du nazisme et les victimes dans leur ensemble. Et d'autre part, vous montrez ensuite le racket, il n'y a pas d'autre terme je pense, le racket qui va s'en suivre vis-à-vis des nations européennes, avec un dédommagement constant. Mais tout ça, ça a été réglé en 1947 à l'ONU, voilà, à Flushing Meadow, un quartier de New York, parce que l'ONU n'existait pas. Oui. La Réunion, il y avait plusieurs nations indépendantes à l'époque. D'autres ne sont pas venues parce qu'elles n'étaient pas. L'Algérie n'a pas assisté. Qu'est-ce qui s'est passé à Flushing Meadow? L'Assemblée générale de Flushing Meadow était peuplée d'agents sionistes, n'est-ce pas? Oui.
qui étaient là pour applaudir au moment venu, sinon voter comme ça pour des rectifications, etc., à la main levée, comme ça pour faciliter justement le compromis qui a été conclu entre l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique. Parce que si nous, on a pendant longtemps, les Algériens, comme le monde arabe, ont confondu entre les WC et les lanternes. Hein. Et c'est des chimères, tout ça, bien sûr. Mais à l'époque, en 1947, à Flushing Meadow, l'Union soviétique a envoyé une délégation importante pour voter la résolution 181 qui devait concrétiser la partition de la Palestine en deux. Ouais. Or, la Palestine qui a été découpée en deux parties, israélienne, l'autre palestinienne, c'est une troisième coupure du territoire palestinien dont les Jordaniens ont reçu en 1921 une partie qui s'appelle la Jordanie. Cette partie, c'est la Palestine. N'est-ce pas? Et pourquoi? Pour service rendu. N'est-ce pas? Oui. Les Jordaniens ont toujours servi Londres, et qui dit servir Londres, c'est servir le sionisme actuel. À cette époque, en tous les cas. Pardon. Alors, tout ça, c'est une partie des soubassements de l'expansion du sionisme à travers le monde. La Première Guerre mondiale n'a pas été encore déclarée. Mais c'est de là où naît le vrai problème. En réalité, il naît avant, avec la famille Rothschild, qui depuis dirige le sionisme mondial avec des sous-fifs qui sont là pour l'assister un peu partout dans le monde. La famille Rothschild a été à l'origine du congrès de Bâle en Suisse, oui, pour les sionistes, pour que les sionistes se réunissent enfin avec les médias européens qui vont en parler, et parler pendant longtemps. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils avaient demandé à la Bavière de se réunir chez elle. Les rabbins bavarois n'ont pas accepté. Car chez nous, il y a la religion juive, enfin le judaïsme, il n'y a pas de sionisme, on ne connaît pas. Oui, ça d'ailleurs... J'en ai parlé un peu. L'établissement d'un État est antinomique à une certaine spiritualité dans la juive. Religion juive, absolument. Dans la religion originelle, oui, celle qui n'avait pas été encore manipulée à Babylone, parce que celle-là est fausse. Et concernant les Rothschild, d'ailleurs, je pense que c'est assez classique comme phénomène que des États endettés se retrouvent, abdiquent le contrôle de leur monnaie à des banquiers et ensuite se retrouvent obligés à chaque fois de renvoyer l'ascenseur. Donc la question est très bonne pour moi parce que j'allais y venir. Parce que tout ce sionisme, il n'a pas comme assise une idéologie. Il a des racines matérielles, elle est concrète, c'est l'argent. C'est la monnaie, oui. Savez-vous, vous savez, ceux qui ne le savent pas, moi je leur dis maintenant, que la Banque centrale américaine appartient à 8 banques juives. 8 banques juives privées. Ça veut dire que M. Trump, il a beau danser tout ce qu'il veut, quand il n'a plus d'argent dans les caisses, il va demander à la banque juive privée des crédits. Et c'est comme ça que le dollar, bien qu'il est déficient depuis 1945, et il n'a pas la valeur réelle. En tout cas, au moins depuis le découplement avec la non-convertibilité avec l'or. Ah là, c'est Nixon, à l'époque, oui, parce qu'il était Nixon était au moins à partir de là, le dollar est... Mais déjà en 1947, il était déprécié, mais ils l'ont maintenu comme ça pour essayer de vivre avec et surtout d'influencer les pays. Tiens, par exemple, quand il fallait voter à Flushing Meadow la résolution 181, il y a eu 3 ou 4 pays, de petits pays d'Amérique latine et d'Afrique, qui n'étaient pas vraiment disposés à voter. Hein. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur le président de l'époque? Celui qui a remplacé Franklin Roosevelt.
Là, on passe. Il a carrément fait pression sur le Libéria. Le Libéria, c'est un petit pays C'est Harry Truman, oui. que l'Amérique avait peuplé de migrants qui n'avaient pas trouvé leur place pour travailler, etc. Ils en ont fait un pays avec ces migrants-là. Mais ils leur ont donné des moyens, ils leur faisaient du chantage. Et quand est arrivé le vote à Fléché-Guido concernant la partition de la Palestine, ils ont voté non. Ils leur ont fait pression et ils les ont ramenés comme ça à voter oui par la suite. Et ça, c'est du chantage. Certes, et justement, pour rebondir sur ce terme de chantage, il y a un autre mythe encore rabâché Urbi et Urbi, à savoir que Israël, petit pays entouré d'ennemis, et qui a le droit de se défendre. Petit pays entouré d'ennemis qui a le droit de se défendre. Et si c'est un petit pays entouré d'ennemis, est-ce qu'il peut se défendre contre tous ses ennemis? Déjà là, il y a une contradiction. D'autre part aussi, qui doit se défendre contre qui lorsqu'on connaît le plan Yinon, lorsqu'on connaît le mémorandum de Richard Pearl, lorsqu'on connaît notamment le fait, M. Ammar Belkhouja le mentionne aussi, que l'antitétionnisme ne se reconnaît pas de frontières, puisqu'elle est vouée à s'étendre, et qu'elle parle d'Eretz Israël, le grand Israël. Ils ont toujours gardé le mythe, un autre mythe. Oui, en faisant l'analogie avec les États-Unis du 18e. Non, c'est le grand Israël. Pour eux, il peut aller jusqu'en Irak et même au-delà. Oui. Voilà ce qu'ils voulaient, quand ils se sont installés là-bas, ils voulaient grignoter le territoire de chaque pays arabe, les détruire, les atomiser, et ensuite prendre leur place. En état ethnique, confessionnel. Ils utilisent tout. Voilà. Y compris eux-mêmes qui utilisent des choses qui n'apparaissent pas ni dans l'histoire, ni dans autre chose. Oui. Un domaine loi. Il y a un vote spécial. Oui. Chez les Juifs, le Kol Nidre, il y a une prière spéciale. Vous pouvez tuer 100 000 personnes le matin. L'après-midi, vous venez, vous faites la prière à la synagogue. Le Kol Nidre, vous êtes absous, oui. Oui, d'ailleurs même... Ils sont comme ça, les Juifs. Oui, les Juifs d'aujourd'hui. Hein. Oui, et M. Belkhouja révèle aussi dans son ouvrage comment, au départ, on disait d'épargner les femmes et les enfants, mais qu'après c'était un petit peu trop encombrant, et des rabbins ont décidé que bon, c'était pas la peine. Oui, parce qu'ils anticipaient. Ils vous disent, vous pouvez tuer parce qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent devenir. Ah, voilà. Oui, donc on tue à l'avance. C'est le meurtre préventif, oui. Oui. Ça, c'est les ordres d'Esdras. Mais on va revenir sur ce point, mais avant cela... Du premier jusqu'au dernier, et qu'il faut faire, autour de soi, il faut faire le nettoyage ethnique. Et ça date depuis le judaïsme, le vrai judaïsme. Oui, d'ailleurs, vous citez Yitzhak Shamir qui dit « Les Palestiniens », c'est dans la page 93 de votre ouvrage « Les crimes génocidaires d'Israël ». Yitzhak Shamir, Premier ministre, de la seule démocratie au Moyen-Orient, les Palestiniens devraient être écrasés comme des sauterelles, leurs têtes fracassées contre des rochers et des murs. Ce qui nous amène à notre rubrique Ombre gardienne. Ensuite, nous allons commenter, puisque vous savez que nous fêtons le centenaire de Mohammed Dib. Et ce soir, nous allons découvrir un aspect de Mohammed Dib, mes chers compatriotes, peut-être moins connu que d'autres. Nous allons découvrir tout cela juste après le jingle. À tout de suite. Mohammed Dib, romancier, essayiste, conteur, nouvelliste, homme de théâtre, mais aussi immense poète, avec des recueils de poésie connus, dont Ombre gardienne, qui a donné son titre à notre rubrique. Il y a aussi un autre recueil qui s'intitule L'aube d'Ismaël, et duquel nous avons extrait un poème qui s'intitule Feu sur l'ange de l'Intifada, interprété par Lydia Aberan, administratrice de Point de lecture Algérie, forum littéraire en ligne. Je vous laisse apprécier et je vous retrouve tout de suite après. يا رفاق الأبرياء
رفاقي الشهداء يا رفاقي الأبرياء. Fils, tu es allé simplement jouer avec d'autres garçons de ton âge. Mais à quel jeu? Dois-je crier? Non, je ne crierai pas. Si mon cœur éclate, alors lui aura crié pour moi. Tu n'es sorti que de ce matin, fils. Il me semble qu'un siècle a passé. Quand reviendras-tu, mon Ismaël, mon roi de 10 ans, mon héros et ma douleur? Je reste à la porte et j'attends. Ton déjeuner t'attend aussi, n'oublie pas. Seigneur, l'abandonneras-tu quand il a encore toute sa vie à vivre? Arrive, fils, arrive. De bon bouillon j'ai trempé l'orge et placé la jatte de Sahlab auprès. L'attente est une chemise froide, l'attente est un pain amer. L'eau est tirée dont je te laverai les mains. Oui, je te laverai les mains en te chantant la chanson dorée. Reviens. De loin si tu t'en venais, si tu marchais vers moi, de loin je reconnaîtrais ton pas. En vain j'use mes mots, ne m'entendent que le silence et les ombres. Le pire n'a jamais lieu, Seigneur, puisque tu es. Mais la vie est tissée de douleur, nous sommes privés de nous-mêmes. Fils, tu es allé simplement jouer avec d'autres garçons de ton âge. Mais va, je sais ce que tu fais. Tu te bats pour nous. Seigneur, l'abandonneras-tu? Qu'as-tu à courir ainsi au-devant du danger, fils? J'ai pensé au-devant de la mort. Mais il ne faut pas, je n'ai rien pensé. Nous vivions les jours de la terre, l'eau courait sonore, le soleil coiffait mon Ismaël. Mot d'amour, oh, tu étais notre mot de passe. Et nos fièvres se résolvaient en fraîcheur. Je sais, fils, tu ne rentreras pas de sitôt. Seigneur, nous as-tu abandonnés? Le pire n'a jamais eu lieu, Seigneur, puisque tu es. Mais la vie est tissée de douleur. Mon fils n'aura d'autre laveuse que moi. Je redonnerai à son corps la blancheur des neiges. Ni sang, ni boue. Montre à la ronde, fils. Montre au nord et à l'ouest combien tu es pur. L'eau, longtemps encore, étranglera ses sanglots dans les séguias. Puis il y aura des jeux. Mon fils dansera sur l'air et je battrai des mains pour lui. Et j'ajouterai ces mots. De bruyère seront ses mains, de soleil seront ses yeux. Profonde, sombre est l'attente qui me sépare de toi. Pas d'écho venu de la ville des chiens. Écoute, fils, pour toi chantent les terres rouges, l'aloès et le figuier, le vent te le dira. Seigneur, reçois nos fils et nos filles dans ton jardin. يا رفاقي الأبرياء يا رفاقي الشهداء يا رفاقي الأبرياء يا رفاقي الشهداء. Seigneur, reçois nos fils et nos filles dans ton jardin. Vous le mentionnez dans vos deux ouvrages, Monsieur Belkhouja, les premières victimes de la plus grande démocratie au Moyen-Orient, dotée de l'armée la plus morale du monde, c'est d'abord les femmes et les enfants, c'est d'abord les civils. Et nous l'évoquions tout à l'heure, vous avez fait ce parallèle entre les Bugeaud, les Saint-Arnaud, les Pélissier, les Lacoste d'hier, qui sont les Moshe Dayan, les Begin, les Sharon, les Netanyahou d'aujourd'hui. Algérie hier, Palestine aujourd'hui, même combat, Monsieur Belkhouja? Même combat, ce qui donne chaud au cœur chez les Algériens et chez les Palestiniens, c'est cette solidarité qui remonte dès la création de l'État d'Israël. Il y a eu beaucoup de volontaires qui sont partis d'Algérie pour se joindre aux combattants palestiniens. Et puis j'évoquais tout à l'heure Salah ad-Din al-Ayyoubi,
beaucoup de Maghrébins et d'Algériens sont allés combattre aux côtés de Salah ad-Din al-Ayyoubi. Ce qui enchante, c'est cette fusion et cette communion. Et vous avez chaud au cœur lorsque, lors des intifadas, peut-être que je dirai quelques mots s'il nous reste, intifada 1987, intifada 2000, intifada 2015 et la grande marche de mars 2018. Les jeunes Palestiniens qui portent tout leur drapeau, il y a à côté celui des Algériens, celui de l'Algérie. Et inversement. Et inversement. Donc ça reste, il y a cette communion très forte qui laisse l'Algérien très sensible à cette question, à ce drame. Donc, y compris pendant la rencontre, la malheureuse rencontre, où les Égyptiens, pas tous évidemment, nous ont traités de tous les noms, la tribune algérienne répondait du tac au tac, Aïbouar, Betou Palestine, $. Donc même avec libre le blot ou كذا مازال في قلبه فلسطين ويواجه avec des slogans qu'il improvise. C'est un chant qui est chanté dans à peu près toutes les rencontres. Ouais. Mais solidarité certes d'ex-colonisés envers un peuple qui subit la colonisation, solidarité arabe, solidarité musulmane, mais aussi et surtout et d'abord solidarité humaine, puisque c'est l'ensemble des peuples, contrairement au battage médiatique, M. Mzali, contrairement au verrouillage, à ce que montre le verrouillage médiatique que vous évoquez. Sur l'objectivité. Oui, c'est l'ensemble des peuples de la Terre qui se solidarisent avec la cause et la reconnaissent comme une cause humaine. Oui. Essentiel. Essentiel, oui, absolument. Pour les Algériens, le problème ne se pose pas en termes ni liturgiques ni idéologiques. Absolument. L'Algérie a combattu de 1954 à 1962 pour se libérer. Elle a eu ses martyrs, et il y en a beaucoup. Il y en a trop. Il y en avait trop. Et elle ne peut pas tourner le dos à quelqu'un qui décolonise. Absolument. On ne peut pas. En plus de ça... On se souvient encore de la Mecque des révolutionnaires. En plus de ça, beaucoup... moi, je connais beaucoup d'Algériens. Je suis des médias, donc on est fouineurs un peu par nature, n'est-ce pas? J'entends des gens qui disent, après tout, l'émir Abdelkader est parti, il n'est pas revenu pour combattre, etc. Mais il a emmené avec lui des gens. Des gens l'ont suivi. Et parmi ces gens-là, il y a des Palestiniens. Des Algéro-Palestiniens. Il y en a à peu près 1 million. N'est-ce pas? Oui, oui. On ne peut pas être solidaire de ses propres enfants. Sinon les abandonner à leur guise devant un ennemi qui ne sait pas ce que c'est que Ar-Rahma. Il ne sait pas. C'est pas vrai. Oui, qui déshumanise, voilà. Y compris sa propre société. Hein. Oui, parce qu'il y a les faux juifs israéliens, comme on dit aujourd'hui, ceux-là, c'est des ennemis publics de tout le monde. Parce qu'attention, oui. Ils commencent par les Palestiniens, ensuite, dans la stratégie du chaos interne, ils veulent aller plus loin. C'est-à-dire, comme dit Luria, le kabbaliste Luria, il faut nettoyer la terre pour permettre à Dieu, à Yahvé, de revenir sur terre pour assister aux ripailles qui auront lieu ce jour-là. Voilà la vision c'est une fausse vision des choses. J'aimerais conclure sur cette note d'espoir. Peut-être que l'image la plus saisissante et la plus représentative, c'est une simple jeune fille, Ahed Tamimi, qui fait face à la soldatesque coloniale avec une bravoure, avec un courage qui reflète, qui symbolise à lui tout seul tout le magnifique combat des Palestiniens aujourd'hui et tout le magnifique combat des Algériens hier et aujourd'hui encore, en solidarité avec tous les peuples opprimés. Tu as raison. Voilà. Tu as raison parce que, et en plus, à un moment donné, Israël avait mobilisé, y compris les Jordaniens, qui ont tiré sur les Palestiniens. Septembre noir. 1970. Moi, de ces gens-là, j'en ai rencontré des blessés.
en Allemagne, tiens. L'histoire... Ils m'ont raconté l'histoire. Justement, c'est une histoire extrêmement riche, extrêmement complexe. Et maintenant, elle se pose sur le plan universel. Absolument, et vous avez essayé d'en embrasser tous les contours dans l'ouvrage que vous venez de publier, je le rappelle, aux éditions Al-Amal, le sionisme, histoire, mythe et personnages. Merci beaucoup, Hussein Mizali, d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Ammar Belkhouja, je me tourne vers vous pour vous remercier d'avoir été parmi nous. Au contraire, et pour vos lumières. Au contraire, un sujet comme celui-ci, on ne peut qu'y adhérer. Oui, sans l'épuiser d'ailleurs. Et je rappelle que vous avez un ouvrage qui s'intitule Les crimes génocidaires d'Israël, paru aux éditions Al-Kalima en 2017. Et le tout dernier, en tout cas sur le sujet, c'est Palestine, Israël, dans le crime et l'impunité, paru aux éditions Hibr en 2019. Merci encore, M. Belkhouja. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je vous en prie. Bon, pour le troisième ouvrage, j'ai enchanté un troisième ouvrage où je vais aborder d'autres chapitres inédits. Et je parle aussi de la collusion entre le sionisme et l'hitlérisme. Et Ben Gurion vous dit, je peux sacrifier 1000 juifs pour en sauver 10 000. Donc ce n'est pas un problème. Oui. Qu'on dise à Hitler, bon, servez-vous, absolument. Sinon, nous compatissons. Nous compatissons, l'espèce humaine est une, l'université est une. Et ce n'est pas aujourd'hui que pour laver leur conscience, l'Europe veut endosser un peu ses péchés, les endosser aux Palestiniens. Je termine sur une note très, très émouvante de Mahmoud Derwish. Mahmoud Derwish, qui nous dit ceci. Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom originel, terre d'amour et de paix. Merci beaucoup, M. Belkhouja. Nous ne pouvions espérer meilleure conclusion. Quant à vous, mes chers compatriotes, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Culture, l'autre regard. Je vous laisse avec un dernier extrait en guise d'au revoir et je vous dis à très très bientôt. كانت تنام في حلم الهدية نامت صغيرة 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 أفاقت قضية قضية قضية. ليش صارت بدنا سلطة؟ ليش بدنا دولة فلسطينية بترجع لقرار إسرائيل؟ بدكم تسلموا الأخبار، طب الأخبار إلنا تهجير ما في تهجير، طلعة ما في طلعة، بالقوة بالصوت بالعصر ما إلنا طلعة من بلادنا. Until now in 2017 under occupation we have more than 6,000 men and women inside the Israeli Zionist jail prisons without any crime just because they are resistance against this occupation and they asking about our rights, our freedom to live free. So please just know this truth. This is our messages. بدي احكي شيء مهم انه الاحتلال ولا مره هو بيكسر شوكتنا، ولا مره بيهز من عزيمتنا، ولا مره بيهز الشخصيه الفلسطينيه للمراه الفلسطينيه نفسها، شخصيه الاراده للمراه الفلسطينيه. فهي دائما قويه لانه الاحتلال هو اللي علمنا القوه وعلمنا الاصرار على أن نكون أقوياء في كل الظروف اللي مارسوها علينا، في كل الجبروت وفي كل الأسلحة، في كل ما مارسوا على الشعب الفلسطيني. كانت المرأة الفلسطينية دائما لأجل أم كانت تعجن ثلج خبزا، لأجل عجوز غاب رصاصا فظل رمزا، لأجلهم فلنقاتل، لأجلهم فلنقاتل.
ليس منا من يحايد فلنقاتل فلنقاتل فلنقاتل. انت بس ما يروح لكم طفل او ابن او اب او ابن شاد تنقهروا عليه. هلا نحن عم بيروح لنا عائلات وعم بيروح لنا طائفات، بس إنا الله نحن. يا دول، يا أهل العرب، يا عرب، يا كل الدول النايمة، يا الخلايا النايمة، اصحوا على حالكم. نحن عنا الله، كل يوم والتاني عم بيروح لنا عائلات وطائفات، إن الله، وهذا انشروها، أما نروح بسكن انشروها كل الدول. كل يوم عم بيروحوا شهداء، لك أطفال، نحن إرهابيين نحن.